Les écrans radars s'embrasèrent à l'aube. 60 contacts, pas 10, pas 20, 60 vedettes rapides iraniennes surgissant de l'obscurité qui précède le lever du soleil dans le détroit d'Ormuz, comme une nuée d'acier et de furie diesel. Elles avançaient en formation serrée, proue pointée directement vers l'USS Abraham Lincoln, le navire de guerre le plus puissant ayant jamais fendu ses eaux disputées. Aucun contact radio, aucun avertissement. Juste 60 embarcations de classe Boghamar et Siraj accélérant jusqu'à leur vitesse de combat. Leurs moteurs rugissaient leurs défis pendant qu'elles traçaient de blanches sillages écumants sur les eaux sombres du Golfe. Ce n'était pas une tentative de sondage, ce n'était pas du harcèlement. C'était une offensive coordonnée à grande échelle, conçue pour submerger, percer et détruire. Les équipages des gardiens de la révolution islamique qui manœuvraient ces embarcations croyaient aux promesses de leurs commandants. La vitesse et le nombre allaient déferler sur les défenses américaines comme une vague de tsunami sur un château de sable. Ils s'étaient entraînés pendant des mois, avaient mémorisé les schémas d'attaque, répété les manœuvres d'évasion. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils allaient se confronter à la machine de guerre la plus sophistiquée jamais assemblée sur le grand océan. L'officier d'action tactique à bord du Lincoln n'hésita pas une seconde. Moins d'une minute après les premières détections, sa voix trancha le centre d'information de combat comme une lame. Lancer les chasseurs d'alerte, mettre les hélicos en l'air, poste de combat. Le pont d'envol du porte-avions explosa en un chaos parfaitement maîtrisé. 2 Super Hornets F-18 hurlèrent sur les catapultes, leur post-combustion embrasant l'aube naissante de 2 colonnes de feu jumelles. Quelques secondes plus tard, 2 hélicoptères MH-60R Seahawk griffèrent le ciel, leurs artilleurs de bord vérifiant déjà leurs armes en montant vers leur altitude d'attaque. Depuis 4500 mètres d'altitude, les pilotes des Super Hornets bénéficièrent d'une vue divine sur l'essaim. 60 embarcations disposées en formation en chevrons modifiés, se rapprochant à grande vitesse. La nacelle de ciblage du pilote de tête verrouilla la formation, transmettant des images en temps réel sur chaque écran du groupe de frappe. Lincoln, ici, Faucon 1, j'ai un contact visuel sur 60. Je répète, 60 contacts hostiles en approche sur votre position. Ils sont armés de roquettes et d'armes lourdes. Ce n'est pas un exercice. La réponse du commandant du groupe de porte-avions fut glaciale. Tir libre, engagez et détruisez. La formation iranienne se scinda alors comme un organisme vivant s'adaptant à la menace. 40 embarcations maintinrent leur charge mortelle vers le Lincoln. 12 se dirigèrent vers le destroyer USS Mason. 8 accélérèrent en direction de l'USS Thomas Hudner. Elles filèrent maintenant à 130 km à l'heure, certaines des embarcations les plus récentes atteignant 140. Leur sillage d'étrave brillait dans la lumière qui se renforçait. Chaque vedette hérissait ses armes. Lanceurs de roquettes sur supports improvisés, mitrailleuses lourdes, peut-être des missiles anti-navires. Les embarcations s'écartèrent davantage, se rendant plus difficiles à cibler. Les équipages des gardiens de la Révolution étaient d'ara bons, meilleurs que lors des affrontements précédents. Ils divisaient les défenses américaines, forçant un engagement simultané sur plusieurs axes. Mais les Américains étaient déjà en avance sur leur boucle de décision. Les Super Hornets plongèrent depuis l'altitude comme des aigles en chasse. Faucon 1 s'inclina en tonneau à 2400 mètres et pointa son nez vers l'océan. La nacelle de ciblage se verrouilla sur les éléments de tête de l'essaim. À 10 km de distance, il tira. Un missile AGM-65 Maverick se décrocha de son pylône sous l'aile, son moteur s'alluma et il atteignit la vitesse supersonique en quelques secondes. Le chercheur infrarouge trouva la cible la plus chaude de la formation, une embarcation de classe Siraj avec ses 2 moteurs diesel rugissant à leur puissance maximale. Le missile percuta le compartiment moteur à 360 mètres par seconde. L'embarcation n'explosa pas. Elle se vaporisa. Une boule de feu rouge orangé monta en champignon, des débris pleuvant sur un rayon de 90 mètres. 2 embarcations voisines furent touchées par les éclats. Leurs coques criblées de perforations, leurs équipages plongeant à l'eau tandis que leurs navires commençaient à couler. Faucon 2 s'engagea 3 secondes plus tard. Un autre Maverick, un autre impact direct. La 2e embarcation se désintégra en une cascade de flammes et de métal tordu. La formation iranienne vacilla pour la première fois.
ils avaient anticipé une résistance. Ils n'avaient pas anticipé l'anéantissement à 10 km de distance. Mais l'essaim continuait d'avancer. Les commandants des gardiens de la Révolution hurlaient sur les fréquences radio, exigeant que leurs équipages poussent l'attaque. 40 embarcations resserrèrent leur formation et accélérèrent encore plus fort vers le Lincoln. Elles n'étaient d'eau plus qu'à 8 km, puis 7, et même avec 2 embarcations détruites, il en restait 58, plus que suffisant pour submerger les défenses si elles atteignaient la portée de tir. Les Seahawks descendirent à 250 mètres et s'écartèrent, se positionnant sur les flancs de l'essaim. Les artilleurs de bord ouvrirent le feu à 1800 mètres. Les mitrailleuses M240 rugissaient, déversant des projectiles de 7,62 mm en rafales soutenues. Les traceurs dessinaient des arcs au-dessus de l'eau comme des lucioles furieuses. Les artilleurs promenèrent leurs tirs sur les embarcations les plus proches, perforant les coques en fibre de verre, fracassant les pare-brises, déchirant les postes d'équipage. Une embarcation vira brutalement sur tribord, son timonier tué à la barre. Une autre perdit sa propulsion quand les projectiles sectionnèrent les conduites de carburant et détruisirent le moteur. Une troisième prit feu, les flammes se propageant rapidement sur le pont saturé de carburant. L'essaim iranien saignait des embarcations, mais il continuait d'avancer. À 5 km de distance, puis 4,5, ils entraient dans l'enveloppe d'engagement extérieur des armes à moyenne portée du groupe de frappe. À bord du Thomas Hübner, l'officier armement verrouilla le canon Bushmaster MK-38 sur les 8 embarcations qui chargeaient vers sa position. À 2300 mètres, il ouvrit le feu. Le canon de 25 mm entama son travail méthodique, crachant 200 coups par minute. Des projectiles explosifs ricochèrent sur l'eau, chaque impact soulevant des geysers d'éclaboussures. Le tireur corrigea son tir en anticipant les cibles. La première rafale connectait avec un effet dévastateur. La proue d'une vedette explosa alors que 3 projectiles perforaient la coque en succession rapide. L'embarcation bascula vers l'avant, la poupe s'élevant dans les airs avant de retomber brutalement et de chavirer complètement. La deuxième embarcation tenta des manœuvres d'évasion en zigzagant à vitesse maximale, mais le système de ciblage piloté par ordinateur anticipa chaque mouvement. Une rafale soutenue promena son feu de la poupe à la proue. L'embarcation frissonna sous les impacts, ralentit et commença à prendre l'eau par des dizaines de perforations. Le navire patrouilleur de classe Cyclone Chamal s'engagea simultanément. Son Bushmaster se verrouilla sur des embarcations, tentant de contourner la formation par les flancs. Le canon de 25 mm tonna, envoyant des projectiles explosifs hurlés à travers 2000 mètres d'eau libre. La première embarcation absorba de multiples impacts avant que son réservoir de carburant ne s'enflamme. Les flammes engloutirent le navire en quelques secondes. La deuxième embarcation vira brusquement pour esquiver, mais tourna directement dans l'arc de tir du Bushmaster. 6 projectiles s'impactèrent en 2 secondes. La coque en fibre de verre ne put résister aux munitions explosives de qualité militaire. L'embarcation se disloqua, se sépara littéralement en morceaux qui coulèrent en quelques secondes. Les Super Hornets tournoyaient en hauteur comme des exécuteurs patients, sélectionnant leurs cibles de manière systématique. Faucon lâcha un autre Maverick à 8 km. Le missile pista parfaitement, s'enfonçant dans une embarcation chargée de lanceurs de roquettes. L'explosion secondaire fut spectaculaire, la propre munition de l'embarcation détonnant, créant une boule de feu qui consuma 2 navires voisins dans le rayon de la déflagration en expansion. Faucon 2 tira quelques instants plus tard, son missile percutant un bateau de commandement reconnaissable à son grand réseau d'antennes. L'embarcation se désintégra, emportant avec elle la coordination tactique des gardiens de la Révolution. Mais 40 embarcations continuaient de foncer en avant, à 3 km maintenant. 90 secondes de la portée de tir. Les équipages iraniens pouvaient voir le Lincoln clairement. Une massive muraille d'acier gris dominant l'horizon. Certaines embarcations commencèrent à manœuvrer de manière erratique, cherchant à compliquer les solutions de ciblage. D'autres accélérèrent encore davantage, poussant leurs moteurs au-delà des limites de sécurité dans un sprint désespéré vers la portée de lancement. Le destroyer USS Mason entra en action. Son canon de 127 mm pivota en douceur, s'élevant vers la solution de tir calculée. Le chef canonnier donna l'ordre. Le canon naval de 127 mm tira.
la déflagration se propageant sur l'eau. L'obus décrivit sa trajectoire dans les airs et détonna à 6 mètres au-dessus d'un groupe de 3 vedettes rapides. L'éclatement en l'air arrosa les embarcations d'éclats. Les 3 dérivèrent de leur cap, coque perforée, équipage blessé. Une embarcation ralentit jusqu'à s'immobiliser, morte sur l'eau. Les 2 autres maintinrent leur vitesse, mais laissèrent traîner fumée et débris. Le Mason tira encore et encore, chaque obus précisément ciblé, chaque détonation éliminant des embarcations ou les forçant à rompre la formation. Le canon de 127 mm travailla méthodiquement à travers la formation iranienne, transformant l'assaut organisé en chaos dispersé. Les Seahawks se repositionnèrent, volant ras de l'eau. À 1100 mètres, les pilotes avaient des tirs clairs avec leurs missiles Hellfire. Le premier Seahawk tira. L'AGM-114 Hellfire se décrocha de son pylône. Son moteur s'alluma et il accéléra vers une vedette, tentant de contourner par grand arc le rideau défensif. Le missile guidé par laser pista sans faille. L'impact arriva à vitesse supersonique. L'embarcation explosa dans une vaste déflagration. La charge creuse du Hellfire, conçue pour percer l'armure des chars, fit peu de cas de la mince fibre de verre. Il ne resta que des débris en flammes. Le deuxième Seahawk tira. Un autre Hellfire. Un autre impact parfait. Une autre embarcation anéantie. Les hélicoptères se révélaient dévastateurs, combinant mobilité et puissance de feu de précision qui pouvaient engager depuis des angles que les embarcations ne pouvaient défendre. Mais 30 embarcations continuaient d'avancer. À 2 km maintenant. 60 secondes de la portée de tir. Elles pourraient bientôt lancer leurs roquettes et missiles, submerger les défenses rapprochées par le simple volume de feu. Les équipages des gardiens de la Révolution préparaient leurs armes, les doigts sur les gâchettes, attendant le moment. Ce moment ne vint jamais. À 1600 mètres, les systèmes Phalanx s'activèrent. 4 tourelles CAWS, réparties sur le Lincoln, le Mason et le Hudner pivotèrent vers l'essaim en approche. Leurs dômes radars suivirent les cibles. Les ordinateurs calculaient les solutions de tir et la décision d'engager prenait des millisecondes. Le Phalanx ne demande pas la permission. Il identifie les menaces et les détruit. Le son était apocalyptique. 4 mitrailleuses, Gatling à 6 canons, ouvrirent le feu simultanément. Chaque système crachant 4500 coups par minute. La puissance de feu combinée créa un mur de tungstène, 1200 projectiles hurlant chaque seconde. Les embarcations de tête heurtèrent ce mur et se désintégrèrent, littéralement disloquées comme si des mains invisibles les déchiraient en morceaux. Les perforateurs de 20 mm en tungstène ne faisaient pas que des trous, ils lacéraient. Les sections de proue explosèrent. Les compartiments moteurs se vaporisèrent. Les réservoirs de carburant s'embrasèrent en succession rapide. Des embarcations qui fonçaient vers le porte-avions devinrent des nuages en expansion de débris, de fumée et de flammes. Les systèmes Phalanx ne s'arrêtèrent pas. Ils pistaient, engageaient, détruisaient. Cible après cible tombait sous ce feu dévastateur. Certaines embarcations tentèrent d'esquiver, virant brusquement à vitesse maximale, mais les systèmes contrôlés par ordinateur anticipèrent chaque mouvement. 10 embarcations détruites en 15 secondes. 15 embarcations en 30 secondes. L'essaim iranien n'était pas simplement stoppé, il était anéanti. Quelques embarcations tentèrent des attaques suicides, leurs équipages hurlant leurs défis en poussant les manettes à fond. Les Phalanx s'engagèrent à 1100 mètres, puis 1000, puis 800. Aucune ne dépassa 600 mètres. L'embarcation la plus proche du Lincoln absorba plus de 200 projectiles avant de simplement cesser d'exister en tant qu'objet fonctionnel. La pluie de tungstène la transforma en fibres de verre brisées et métal tordu qui éclaboussa le golfe comme des ordures éparpillées. Les Super Hornets continuaient de tourner en altitude, les pilotes sélectionnant des cibles parmi les embarcations qui tentèrent de fuir. Faucon. Un tira son dernier Maverick sur un groupe de 3 embarcations filant à vitesse maximale vers les eaux iraniennes. Le missile percuta l'embarcation du milieu. L'explosion consuma les 3 navires en une seule boule de feu. Faucon 2 mitrailla les fuyards avec son canon de 20 mm, le Vulcan M60 et un crachant 100 coups par seconde. Les obus déchirèrent l'eau et transpercèrent les coques des vedettes comme si elles étaient en carton. 8 minutes après que l'engagement eut commencé, le silence tomba.
Pas une seule embarcation iranienne ne restait à portée de tir. 18 embarcations complètement détruites. 22 embarcations neutralisées, coulant ou abandonnées par leurs équipages. 20 embarcations en retraite à vitesse maximale, traînant fumée et avaries. 0 victime américaine. 0 navire américain endommagé. L'Abraham Lincoln avait maintenu son cap et sa vitesse tout au long de l'engagement, sans dévier d'un seul degré. Les Seahawks descendirent au niveau des crêtes de vagues, scrutant la surface à la recherche de marins iraniens dans l'eau. Des dizaines d'entre eux flottaient dans leurs gilets de sauvetage, sonnés, blessés, vaincus. Les hélicoptères marquèrent à leur position et radiodiffusèrent les coordonnées aux navires des gardes-côtes iraniens. Courtoisie professionnelle, droit maritime international, mais aussi un message. Nous pouvons vous tuer à volonté et nous pouvons vous sauver à volonté. Les épaves racontaient en l'histoire. 18 embarcations anéanties, certaines vaporisées par des missiles Maverick, d'autres lacérées par le feu Phalanx, d'autres détruites par des canons navals de 127 mm, 22 autres neutralisées par des canons Bushmaster et des tirs de mitrailleuses. Les gardiens de la révolution iranienne avaient déployé leur tactique d'essaim la plus sophistiquée, 60 embarcations coordonnées pour submerger les défenses américaines. Ils s'étaient entraînés pendant des mois, avaient planifié méticuleusement, s'étaient engagés pleinement. Et ils avaient été détruits en 8 minutes. Quelques heures plus tard, les médias d'État iraniens diffusèrent des images de courageux marins confrontant la flotte américaine, propagande pour la consommation intérieure. Mais les survivants rentrèrent avec des récits différents. Des récits de missiles tirés à 10 km de distance, d'hélicoptères de combat pistant depuis des angles impossibles, de systèmes d'armes crachant des milliers de coups par minute avec la précision d'un ordinateur. Ces récits se répandirent de plus vite que la propagande officielle. Pour la géopolitique régionale, les implications sont sismiques. La capacité de l'Iran à menacer le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du pétrole mondial, constitue son atout stratégique majeur depuis des décennies. La doctrine de l'essaim représentait la menace la plus crédible de Téhéran contre la domination navale américaine. Cet engagement a complètement brisé cette menace. 60 embarcations n'ont pas pu percer les défenses, n'ont pas pu lancer leurs armes, n'ont même pas pu s'approcher. L'équilibre stratégique a basculé. Les alliés régionaux, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Israël, possèdent désormais une preuve concrète que les garanties de sécurité américaines s'appuient sur une force écrasante. Les adversaires envisageant des tactiques similaires ont reçu un message sans équivoque sur la futilité de défier les groupes de porte-avions américains. L'Abraham Lincoln navigua vers le sud à travers le détroit d'Ormuz sans modifier son cap. Les exercices d'entraînement reprirent dans l'après-midi. Les affaires habituelles pour la force navale la plus puissante jamais assemblée. Le détroit reste ouvert, non pas par la négociation, mais par la capacité démontrée d'anéantir toute menace. Cette réalité reconfigure tout. Elle enhardit les alliés, contraint les adversaires et renforce l'ordre établi où la domination navale américaine demeure absolue et indéfiable.